Nos ancêtres les Gaulois intriguent les Français. Grâce à l'apport des innombrables découvertes de l'archéologie moderne, notre savoir et nos croyances sur les Gaulois ont été bouleversés. Une toute autre vision du monde gaulois se dessine et s'impose. Nos contemporains veulent désormais dépasser les légendes que l'on colporte depuis des siècles et aller au-delà du mythe. Les Égyptiens, les Grecs ou les Romains nous ont légué des constructions monumentales. Rien de tel chez les Gaulois. Ils n'écrivent pas, privilégient la tradition orale, ils croient à une forme de vie après la mort et ne se préoccupent pas de pérenniser leur passage sur Terre. Nous avons affaire à des peuples qui n'ont rien fait pour laisser de traces. Ce vide a été comblé par toute une mythologie véhiculée par l'imagerie populaire, des manuels scolaires jusqu'à Astérix. Ainsi a-t-on réduit les Gaulois à des barbares vivant au fond des bois, dans des sortes de huttes circulaires. Notre époque, dans une quête effrénée de connectivité, qu'il s'agisse de biens matériels ou immatériels, sans relâche étend ses réseaux de communication, ses infrastructures, agrandit ses villes, et éventre les sols sur des échelles et des étendues jamais atteintes. Elle bouleverse l'ordre et les souvenirs immémoriaux des siècles figés par la terre. Libérés, des voix remontent des profondeurs du passé. L'archéologie s'est donné pour mission de les écouter. Depuis le début des années 2000, une loi stipule qu'à chaque fois qu'un aménageur entreprend un chantier, il doit permettre de pratiquer des fouilles dans le but de rechercher d'éventuels restes archéologiques. Grâce à la multiplication des fouilles, cette archéologie dite préventive, en quelques décennies, nous en a appris sur les Gaulois presque autant qu'en 2000 ans d'histoire. On entend donc des avions autour de nous parce qu'on intervient sur des terres qui appartiennent à l'aéroport de Paris, Orly. Donc ici on est sur Orly, zone sud-sud-ouest. Avant que la compagnie des aéroports de Paris ne construise un dépôt, pendant tout l'été, une équipe d'archéologues a fouillé une zone de 4 hectares. Elle a mis au jour une ferme gauloise de taille imposante. On a procédé à une levée topographique, c'est-à-dire qu'on a relevé toutes les anomalies, les taches de couleur et autres. Ça nous a sorti un plan général qui nous a permis effectivement de confirmer ce qui avait été vu au diagnostic, c'est-à-dire une grande et vraiment importante ferme, ferme gauloise, donc, qui couvre une surface de plus de 2 hectares. Donc cette ferme est structurée par un ensemble de fossés. Ces fossés marquent la limite de la ferme. Donc tout ce qui est à l'intérieur est considéré comme étant dans la ferme et tout ce qui est à l'extérieur est considéré comme les parties agricoles à proprement dites, donc les activités de travail des champs et autres. Reconstruites ou restaurées toutes les 50 années par les Gaulois, avec le temps, ces fermes n'en finissent pas moins par disparaître, ne laissant plus dans le sol que ces traces marquant l'emplacement des charpentes et que les archéologues appellent tout simplement « trous de poteaux ». Leur étude participe du quotidien de l'archéologue. Non loin de Wissous à Palaiseau, une autre équipe de l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, a trouvé une nouvelle ferme gauloise. Sur ce site, nous avons pu découvrir un vaste réseau de fossés qui s'orientent de manière générale nord-sud, est-ouest, à l'intérieur duquel nous avons pu recenser 10-12 bâtiments principaux. Évidemment, ce sont des bâtiments qui ont été fondés en matériaux périssables. Du coup, les traces que nous avons aujourd'hui, ce sont exclusivement les creusements dédiés à l'implantation des poteaux permettant la mise en place de la charpente des bâtiments en bois que nous avons sur le terrain. Les fouilles préventives ont permis de découvrir de nombreux vestiges de fermes gauloises et de les cartographier. En extrapolant de cette carte des fermes gauloises fouillées à ce jour, on peut estimer qu'on trouverait une ferme tous les 700 mètres dans certaines régions. De ce fait, l'idée de Gaulois vivant exclusivement de chasse, de pêche et de cueillette est sérieusement battue en brèche. La Gaule est en fait un vaste espace agricole. Aux recherches des archéologues sur le terrain,
s'adjoignent les observations aériennes. C'est durant la Première Guerre mondiale et grâce à la multiplication des vols que l'on entrevoit le potentiel archéologique de l'observation aérienne. Il faudra attendre les années 60 et des pionniers comme Roger Agache et René Goguet pour que l'archéologie aérienne prenne véritablement son essor et que l'on découvre l'ampleur de l'espace agricole gaulois. Une grande maison gauloise a été fouillée récemment dans l'Oise. Les archéologues ont retrouvé des trous de poteaux profondément enfouis qui supportaient des murs de terre et délimitaient une surface de plus de 200 mètres carrés. Ces fermes gauloises réapparaissent d'avion grâce aux fossés qui les entouraient. Des haies ou des enclos formaient un système de protection pour les hommes et pour le bétail. Pour les archéologues contemporains, l'endroit qui livre le plus de secrets, le dépositaire des richesses enfouies, se situe dans les poubelles. Ce sont dans les fosses et les fossés des fermes, là où les Gaulois se débarrassaient des déchets domestiques, que l'on trouve beaucoup des indices et des éléments concrets qui révèlent le mieux la réalité de la vie quotidienne gauloise. Alors là, vous voyez, on est dans l'un des fossés, justement. Les fossés sont très importants pour l'archéologue parce qu'ils nous permettent de retrouver les traces de la vie du Gaulois. Et donc, ici, avec ces restes de cheval et de bœuf, on a une parfaite démonstration de l'activité d'élevage des Gaulois à cette époque-là. Alors là, je suis en train de dégager la mâchoire d'un cheval, justement, qui est ici, donc qui est d'une taille approximativement comme les chevaux d'aujourd'hui, en fait. Et à côté, on a le crâne d'un bœuf, donc un bucrâne, on appelle ça, avec les cornes encore qui sont là. Ces rejets ils sont constitués de déchets de relief alimentaire, de consommation, mais on voit aussi qu'ils sont issus de balayages à l'intérieur des maisons, ce qui enseigne un petit peu aussi sur le niveau de vie à l'intérieur. Il y a quand même des nettoyages, une certaine propreté entre guillemets. C'est à partir d'eux qu'on arrive à discriminer donc les différents statuts sociaux à l'intérieur d'un même enclos, mais également tout ce qui va être consommé d'une maison à l'autre ou des aires d'artisanat possibles. Un artisanat va générer à l'identique le même déchet. Par exemple, si c'est un atelier de boucherie, on va retrouver préférentiellement des gros os dont on a prélevé la viande, etc. Tandis qu'à l'opposé, dans les maisonnées, on va retrouver les restes des animaux, mais ce seront des plus petits os et seront beaucoup plus fragmentés, par exemple, parce qu'on aura fait des préparations alimentaires avec. L'étude des vestiges ne se borne pas aux fossés. L'environnement et les objets sont triés, indexés et analysés dans leurs moindres détails, passés au crible de l'arsenal scientifique. À la différence d'autres vestiges qu'on a pu trouver sur le site, ce vestige-là, nous ne l'avons pas lavé, car justement certains spécialistes vont potentiellement pouvoir déterminer les graines qui ont été utilisées avec cette meule. Les carpologues s'attachent à l'étude des graines et des préparations alimentaires. Alors ça se passe d'abord sur le terrain, avec des prélèvements de terre effectués par les archéologues. Et donc on a des restes végétaux qui se conservent dans les terres. Et on va tamiser ces terres pour récupérer ces échantillons. Donc on va avoir des refus de tamis, une fois que ça passe sur une colonne de tamis. Et le carpologue va trier et identifier chaque espèce rencontrée. On s'est rendu compte que par exemple pour le 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, on a des cultures dites de rattrapage, c'est-à-dire qu'on va semer plusieurs espèces dans un même champ de façon à garantir au moins une récolte. On va donc avoir du millet, de l'orge, du blé, de l'œillette pour l'huile, etc. Et même de la consommation de glands. À partir du 3e siècle avant notre ère, le changement est radical. On va se rendre compte par les études de graines qu'on sème plus qu'une seule espèce par champ. Donc ça veut dire qu'on a les moyens économiques de pouvoir acheter d'autres ensemencements si jamais la récolte ne fonctionne pas. Et surtout, ça veut dire qu'on fait des cultures beaucoup plus extensives avec une seule céréale. Le champ d'investigation des archéologues ne se borne pas à des fouilles ou de l'analyse d'objets. Il s'étend à des expériences de reconstitution qui permettent de vérifier certaines hypothèses. Ici, voici une tentative d'expérimentation culinaire. Les Gaulois apparemment mangent beaucoup
de céréales et de légumineuses. Ça a l'air d'être les plats énergétiques de base. Les Gaulois semblent manger beaucoup de viande. La faune chassée représente moins de 10% des vestiges des ossements qu'ils retrouvent. Donc ça veut dire qu'on mange les produits de la ferme, les produits de l'élevage. Et à l'intérieur de la chasse, le sanglier est pratiquement inexistant. Il est 1% de la partie chassée. La ferme gauloise est composée de chèvres, de moutons, de vaches. Enfin, vache, veau, bœuf, taureau. Et on a la basse-cour. Alors, la basse-cour de la Gauloise, la poule, l'oie, le canard. La première image du Gaulois forgé au XIXe siècle, de toute pièce pour autant dire, c'est celle du Gaulois vivant au fond des bois, dans la forêt. C'est une image qui a déjà été forgée dans l'Antiquité par certains auteurs, grecs ou latins. Une image évidemment très primitive de peuples qui ne connaissent pas la civilisation, qui ne connaissent pas les villes, qui ne connaissent pas l'agriculture. Et cette image était bien commode parce qu'elle permettait de brosser le tableau d'un peuple certes primitif, fruste, aux mœurs rudes, mais courageux, résistant à l'envahisseur, et surtout un peuple qui n'a pas été touché, corrompu par la civilisation des villes et ses vices. On a réinventé l'époque des Gaulois au 19e, bon, basé bien sûr sur des textes antiques, mais uniquement du point de vue des Romains et des Grecs. Les commentateurs ou les chroniqueurs grecs et romains nommaient les Gaulois barbares, mais ce terme qualifiait tous les peuples qui n'appartenaient pas à leur civilisation. Ils les regardaient de leur point de vue, avec leurs préjugés, en quelque sorte à travers un prisme, et à partir duquel il nous est très difficile de reconnaître le vrai du faux. Facteur aggravant, ces chroniqueurs se copiaient les uns les autres, déformant ou embellissant au fil du temps les récits, les péripéties de l'histoire. Le cours élémentaire d'histoire de France de l'historien de la Troisième République, Ernest Lavis, concentre presque à lui seul l'essentiel de la mythologie transmise de génération en génération sur les Gaulois. Il s'est insinué dans l'esprit de centaines de milliers d'écoliers et durant des décennies. Un autre ouvrage, qui s'est répandu à des millions d'exemplaires, Le Tour de France par 2 enfants, a contribué lui aussi à diffuser la légende des Gaulois vivant au fond des bois. Aussi, les Gaulois passaient une grande partie de leur temps à la chasse. La France, notre patrie, était il y a bien longtemps de cela, presque entièrement recouverte de grandes forêts. L'archéologie et surtout, principalement, les recherches préventives menées au cours des 30-40 dernières années, cette image a été complètement balayée par les acquis d'archéologie. On s'est rendu compte que les espèces, les grains de pollen arboréens, donc tout ce qui concerne les arbres, le chêne, le noisetier, etc., reculaient au fur et à mesure qu'on avançait dans la séquence chronologique, pendant que dans le même temps, les céréales augmentaient en continu. Donc on avait un paysage largement déforesté, avec autour des pâtures et des champs de céréales. Ce développement de l'agriculture gauloise se fait au détriment de la forêt. Les études des pollens en attestent. Les pollens peuvent se conserver des centaines de milliers d'années. Le palynologue, notamment grâce au carottage sur les sites archéologiques ou leur voisinage, peut dresser une carte précise du couvert forestier des époques inventoriées. C'est une discipline, oui, il y a à la fois la phase terrain et la phase laboratoire. On sort quand même pour aller faire ces prélèvements au grand air, dans la nature, donc il y a cette phase-là. Et puis, donc ensuite, on a, je pense que ça rejoint un petit peu le travail de l'archéologue, lorsqu'on a fait tous les traitements, enfin les découpages, les traitements, lorsqu'on monte entre lame et lamelle le culot de centrifugation qui contient le pollen, eh bien c'est un peu comme une découverte archéologique. On regarde sous le microscope et on voit tout de suite les pollens apparaître et avec un œil averti, on s'imagine tout de suite le paysage qu'il y a derrière, quoi. Rien qu'au premier coup d'œil, on voit tout de suite si on a une forêt, si on a un champ, si on a un paysage ouvert, un paysage fermé. On s'imagine tout de suite le paysage tel qu'il était à cette époque-là et qui est évidemment bien souvent complètement différent de ce qu'on a vu lors du sondage. Cette forêt n'est pas une forêt comme les autres. Sous ces arbres se cachent les vestiges de l'oppidum de Bibracte. En effet,
Ainsi César nomme-t-il les places fortes, lieux élevés, oppida au pluriel, qu'il rencontre au moment où il entreprend sa campagne de conquête de la Gaule, en 58 avant Jésus-Christ. Leur découverte a une histoire. C'est à un homme au XIXe siècle, Jacques-Gabriel Bulliot, que l'on doit d'avoir le premier imaginé que l'oppidum disparu de Bibracte gisait sous les pentes du mont Beuvray en Bourgogne, et par là même instruit notre connaissance du phénomène des oppidas dans le monde celtique. C'est à la lecture de la guerre des Gaules de Jules César que Jacques-Gabriel Bulliot forge son intuition sur la localisation de l'oppidum de Bibracte, car en tout point, le mont Beuvray recoupe les descriptions que César en fait. Malheureusement, personne ne croit Jacques-Gabriel Bulliot, érudit certes, mais négociant en vain. C'est de la rencontre singulière entre le marchand de vin et l'empereur des Français, Napoléon III, que va naître la mise au jour de l'oppidum de Bibracte. À l'origine, Napoléon III veut écrire un livre sur Jules César, dans lequel il voit un modèle. C'est l'empereur qui amène la civilisation. Et lui cherche à s'inscrire dans cette lignée d'empereurs, de grands empereurs civilisateurs. Mais il veut écrire un livre hors du commun. Il veut écrire un livre qui repose sur les découvertes scientifiques les plus actuelles, avec les plus grands chercheurs de son époque. Et donc, pour documenter ce livre, il va faire appel à une commission de chercheurs qui vont être chargés de localiser et de fouiller les différents endroits de la guerre des Gaules. Avec Napoléon III, les Gaulois, en quelque sorte, sortent de terre. Et c'est ça la véritable révolution. Il amène l'archéologie. En cherchant les sites de la guerre des Gaules, il fait surgir l'archéologie. Bulliot n'avait aucune expérience archéologique, bien évidemment. Il avait le modèle de Napoléon III, donc sur les autres grands sites de la guerre des Gaules, notamment Alésia. Il essaie de faire aussi bien que Napoléon III. Et surtout, son vade-mecum, si je puis dire, c'est la guerre des Gaules de Jules César. Donc il vient à Bibracte imprégné de la lecture de César. Hein. Et il va commencer les fouilles à la porte de la ville, ce qui peut paraître assez naturel. Donc il a fait ça simplement, il a essayé d'ouvrir la porte. Hein. Et il a très vite, il s'est rendu compte que les vestiges de fortification qu'il mettait à jour correspondaient à un mur dans lequel il y avait des intervalles, des vides qui correspondaient à des poutres croisées horizontales qui avaient disparu. Donc il avait un bon sens du terrain pour s'en rendre compte très vite. Et ce constat archéologique correspondait exactement à la description que fait César du mur d'enceinte de la ville gauloise d'Avaricum, Bourges aujourd'hui, donc ville qu'il avait assiégée au printemps de 52 avant Jésus-Christ. Donc 2000 ans après, l'archéologie permettait de certifier, de valider un témoignage littéraire qui avait 2000 ans. Voici comment Jules César décrit le Murus Gallicus dans la guerre des Gaules. Tous les murs gaulois sont faits en général de la manière suivante. On pose sur le sol, sans interruption sur toute la longueur du mur, des poutres perpendiculaires à sa direction et séparées par des intervalles égaux de 2 pieds. On les relie les unes aux autres dans l'œuvre et on les recouvre d'une grande quantité de terre. Le parement est constitué de grosses pierres encastrées dans les intervalles dont nous venons de parler. Donc, une fois que le mur a pourri, 2000 ans après, à la place de ces poutres, on va trouver un vide. C'est comme ça qu'on va pouvoir identifier la localisation des bois. Donc, on a des poutres perpendiculaires au parement et puis plusieurs rangées de poutres parallèles qui sont en arrière. En fait, contrairement aux apparences, c'est pas un mur de pierre, c'est un mur de terre armé de bois. Bulliot, par le croisement des observations sur le site du mont Beuvray, sa méthode et la lecture des textes anciens participe à l'élaboration de l'archéologie moderne. Sa contribution est inestimable. En été, il vivait ici dans sa petite chaumière et en hiver, il descendait chez lui à Autun. J'ai même trouvé une photo où là, il est déjà assez âgé, assis sur un banc devant sa petite chaumière avec son cuisinier qui regarde par la porte. C'est vraiment quelqu'un qui était un des premiers qu'on peut appeler un archéologue. Lui, c'était quelqu'un de méthodique, qui avait un esprit scientifique. Et donc, grâce à lui, on a des carnets de fouilles. On sait exactement ce qu'il a fait. Ses plans sont précis. Il y a les planches à l'aquarelle où il montre les objets comme ils étaient, bien que beaucoup d'objets sont perdus aujourd'hui.
Jacques-Gabriel Bulliot, par sa découverte et son travail, crée une dynamique qui ne s'arrêtera plus. Le hasard de l'histoire fait que Bulliot avait dans sa famille un neveu qui était Joseph d'Eschlette et donc véritablement Bulliot a transféré les clés de la maison, les clés du Montbeuvray à d'Eschlette en 1895. D'Eschlette va réaliser que les grandes caractéristiques du site, qui sont cette grande étendue fortifiée par un rempart donc de terre, de bois, ce Murus Gallicus, et également les éléments de ce qu'on appelle de cette époque-là la culture matérielle, c'est-à-dire les objets de la vie quotidienne, notamment tout ce qui est parure vestimentaire, tout ce qui est outillage, tout ce qui est armement. On va retrouver exactement les mêmes objets à jusqu'à 1500 km de distance, notamment en direction de l'Europe centrale, dans le sud de l'Allemagne, en Bohême, en Hongrie, voire même un peu au-delà, aux frontières de l'Ukraine, de la Russie, un petit peu dans le sud des îles britanniques. Mais la Grande Guerre va interrompre brutalement ses recherches. D'Eschlette, comme Alain Fournier, auteur du Grand Maulne, seront parmi les premiers à être fauchés. Les travaux de fouilles sont arrêtés et Bibracte retourne dans l'oubli. Voilà, ici le sommet du Montbeuvray, c'est quasiment le sommet de la Bourgogne, c'est pas de la haute montagne, 820 mètres. Voilà, au cœur de l'oppidum de Bibracte. Donc je rappelle l'oppidum de Bibracte, deux remparts concentriques, le rempart vert qui fait 7 km, le rempart rouge qui fait un peu plus de 5 km. Le rempart rouge, on est ici actuellement, le rempart rouge est juste derrière moi. Donc ici, à portée de vue, les Éduins pouvaient apprécier les confins des territoires des peuples limitrophes, notamment les Arvernes, derrière moi, là, donc, dont on voit très bien le centre du territoire arverne qui est le Puy-de-Dôme. Donc voilà, les ennemis de toujours, pour autant qu'on puisse le savoir, les ennemis héréditaires, Arvernes et Éduins, qui se faisaient face dans cette direction, pour en dire autant avec les Bituriges, avec les Sénons, avec les Lingons, avec les Séquanes. On voit très bien du haut du Montbeuvray les confins de tous ces territoires. Donc la Gaule centrale de César, la Gaule celtique de César, elle se dévoile parfaitement depuis le sommet du Montbeuvray. La Gaule, à proprement parler, n'existe pas, sauf sous la plume de Jules César. C'est un ensemble celtique de tribus de taille et de puissance inégales qui, entre les 5e et 1er siècles avant Jésus-Christ, s'allient et s'opposent sur un vaste territoire. Il y a une centaine de peuples, ou ce qu'on peut appeler de tribus gauloises en Gaule au moment de la conquête romaine. Et toutes ne sont pas équivalentes, il y a des blocs plus importants. En fait, ce territoire est occupé par des peuples de cultures différentes, de langues différentes et d'institutions différentes. Il y a 3 grands blocs. Il y a un bloc, le bloc des Aquitains, dans le sud-ouest actuel de la France, le bloc celtique, qui est le centre de la France, l'Auvergne, le centre de la France actuelle, et puis ce qu'on appelle les Belges, qui sont plutôt au nord de la Marne. Et en fait, ce que fait César, il invente l'idée que ce territoire-là correspond à un ensemble homogène de peuples, qui sont les Gaulois. Et cette idée-là, elle sert aussi la conquête, parce que ça sert aussi à montrer aux Romains, parce que c'est à eux qu'il s'adresse, que les territoires qu'il a conquis sont homogènes et donc ils sont facilement romanisables, et on pourra facilement les incorporer comme des nouvelles provinces, comme une nouvelle province à l'Empire romain. À Bibracte, capitale des Éduins, chaque année, des équipes de jeunes archéologues viennent poursuivre les recherches entreprises au XIXe siècle par Bulliot et d'Eschlette et progressent dans la connaissance du site et plus généralement du phénomène des oppidas. On voit à Bibracte des quantités absolument incroyables de tessons d'amphores qui montrent que la richesse d'un vaste territoire se regroupait ici et était dépensée ici. Donc on est vraiment un lieu de concentration de richesse. On a des centaines d'ateliers qui produisent des objets à forte valeur ajoutée. On frappe de la monnaie, on fabrique des épées, on fabrique des chars, on fabrique de la vaisselle métallique. Et tout ça, des ateliers qui sont les uns à côté des autres. Et on ne fabrique pas seulement pour la population de l'oppidum, mais les volumes de production sont tels que très visiblement, on travaille pour un marché au moins régional. Les oppidas marquent l'apogée de l'ère gauloise entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Voici une animation de l'implantation de l'habitat sur l'oppidum de Bibracte au cours du temps.
C'est à Bibracte que Jules César, après sa victoire à Alésia, établit ses quartiers d'hiver et finalise la rédaction de sa guerre des Gaules. Un autre chantier archéologique gaulois actuel, des plus importants, est rouvert tous les ans à Coran. L'oppidum de Coran, qui a été fondé entre les années 150 et 130 avant notre ère, occupe un grand plateau basaltique, qui au départ était un volcan. Le cratère d'éruption se trouve ici à l'arrière-plan de la fouille. Et ce volcan, donc, par ses coulées de lave, a créé ce plateau d'environ 60 hectares sur lequel les populations se sont installées très tôt, dès le néolithique moyen. Pourquoi? Parce qu'il surplombe un cours d'eau, l'Allier, qui est une sorte d'autoroute par laquelle transitent beaucoup de marchandises en provenance du sud, de Méditerranée, et ceci très tôt. Le site ressemble véritablement à un gruyère, une pièce d'emmental plutôt, criblée donc de trous, de tranchées, qu'il faut évidemment interpréter dans le long terme. C'est-à-dire comme le site est reconstruit, il y a des réfections de bâtiments, il y a des reconstructions, des changements d'orientation, c'est également un mikado. C'est-à-dire que ces tranchées se recoupent, ces trous de poteaux, ces lignes de trous de poteaux, eh bien, se superposent, et il faut démêler tout ça comme une pelote de fil pour arriver à reconstituer non seulement la forme du quartier, sa structure, mais aussi son histoire, puisque sa structure évolue. Et c'est un travail très compliqué, c'est la cuisine d'archéologue, mais c'est ça qui fait qu'on arrive à étudier une ville, non seulement dans sa planification, dans son organisation, mais aussi dans son histoire sur le long terme. L'aire de fouille illustrée sur cette page ne représente elle-même qu'une toute petite partie du potentiel archéologique du plateau. Si l'on replace ce secteur à l'échelle de l'ensemble du plateau, qui fait à peu près 60 hectares de superficie, on se rend compte que les aires fouillées représentent une toute petite surface et elles sont entourées d'aires qui ont été sondées par différentes méthodes de prospection, des procédés un petit peu techniques, des prospections dites géophysiques qui utilisent soit la résonance magnétique, soit la résistivité électrique du sol, qui montrent qu'effectivement des vestiges de toutes sortes, des tranchées, des caves sont bel et bien présents autour de l'aire fouillée, et puis des zones en jaune clair un petit peu plus lâches qui correspondent au secteur dans lesquels, à l'époque des labours, eh bien, des tessons d'amphores, des monnaies, des objets de toutes sortes se retrouvent entraînés à la surface des labours et sous lesquels on peut soupçonner raisonnablement que la ville gauloise s'étendait. Une chose très importante qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette ville gauloise, comme toutes les autres villes gauloises connues pour le 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, elle n'est pas très spectaculaire. Parler de ville, ça semble un petit peu exagéré. Et c'est vrai que si on compare, comme nos prédécesseurs l'ont fait dans les années 1950-1960, ces oppida gaulois aux grands centres urbains connus en Méditerranée, Rome, Athènes, Alexandrie, les grandes colonies romaines d'Occident, ça semble un petit peu fort de café que d'affirmer qu'on a affaire à de véritables villes, au-delà de leur extension. Plusieurs dizaines d'hectares, ça fait une belle concentration humaine. Mais est-ce qu'on peut parler de ville? Alors là, le point très important, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'anachronisme. Quand on compare des villes gauloises du 2e siècle avant notre ère avec la Rome impériale, par exemple, de l'époque de Trajan, eh bien, on a quand même 2 à 3 siècles d'écart. Donc là, c'est totalement anachronique. C'est-à-dire qu'il faudrait comparer nos villes gauloises avec les villes romaines connues à la même époque, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et quand on se rend en Italie, sur des villes, des petites villes moyennes ou des agglomérations secondaires connues, par exemple dans le nord de l'Italie, on se rend compte que beaucoup sont encore construites en terre et bois, comme la ville de Coran, et qu'elles ne présentent pas un aspect très très différent de ce qu'on trouve ici. Toute cette activité entre les tribus gauloises, tous ces oppidas, sous-entendent l'existence d'un réseau de liens de communication. Voici la table de Pöttinger. Elle a appartenu à un savant allemand du XVIe siècle du nom de Konrad Pöttinger, d'où son appellation. Il s'agit d'un document du Moyen-Âge reproduisant une carte d'une époque bien antérieure, constituée de 11 feuilles de parchemin séparées. Elle matérialise une carte de 7 mètres de longueur et s'étend de l'Inde à l'Espagne. Son tracé figure les routes et les itinéraires connus sous l'Empire romain. Produit d'une série de réactualisations successives effectuées au cours des siècles, son antériorité remonte au 1er siècle de notre ère. La valeur de ce document réside dans le fait que son tracé fait apparaître et cohabiter non seulement des unités de mesure romaines, mais encore gauloises,
Et ceci atteste très vraisemblablement de la présence de routes gauloises avant la conquête. Parmi les grandes idées reçues qui entourent la Gaule, c'est l'idée selon laquelle les routes ont été apportées par les Romains. Le réseau viaire, le réseau routier a été créé de toutes pièces par Rome. Tous les chemins mènent à Rome, c'est bien connu. Et c'est une idée qui est fausse et qui, là encore, est remise en question par les découvertes récentes de l'archéologie. En vérité, à bien relire César, on se rend compte qu'il effectue des déplacements extrêmement rapides sur tout le territoire national. En quelques jours, quelques semaines, il peut se rendre d'un point à l'autre du territoire. Et tout cela ne peut pas se faire au sein d'une jungle impénétrable qu'on taille à la machette. Il faut bien imaginer qu'il y avait des réseaux de communication. On sait que les salaisons gaulois sont réputés à Rome, de même que les confections de matelas, de tissus. Enfin, il y a toute une gamme de productions émanant de la campagne qui sont connues bien extérieurement au territoire même de la Gaule et qui sont expédiées vers des contrées beaucoup plus lointaines. Donc c'est les textes mêmes qui nous disent que de toute façon les réseaux de circulation et les imports de marchandises existent naturellement dès cette période. La grande quantité de bétail, surtout de moutons et de porcs qu'ils possèdent, explique comment ils peuvent approvisionner si abondamment de sées et de salaisons, non seulement Rome, mais la plupart des autres marchés d'Italie. Plusieurs siècles avant la conquête romaine, il y a déjà du commerce avec le monde méditerranéen et surtout avec Rome. Parce que ce qui est très important à souligner, c'est que la Gaule, et toujours la France aujourd'hui, est traversée par un couloir très important qui est celui de la vallée du Rhône. La vallée du Rhône remonte vers le nord, évidemment, et met en contact la Méditerranée avec le centre de l'Europe et les îles britanniques. Et donc, c'est une plaque tournante très très importante pour le commerce. Et plusieurs siècles avant la romanisation, il y a déjà des contacts économiques d'abord avec les Grecs, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, puis après avec les Romains. Et le contact avec les Romains, il est fondé sur le commerce du vin. Les Romains exportent massivement des amphores dans des quantités absolument astronomiques qui viennent ensuite se concentrer dans les oppida et dans les tombes des aristocrates. Et le vin est considéré comme un bien de prestige. C'est quelque chose qui est valorisé par les aristocraties. En effet, un florissant commerce du vin préside à une intense activité entre l'Italie et la Gaule, entre les lieux de production et de consommation. Il se matérialise par des routes, aussi bien maritimes que terrestres, et des places qui permettent aux amphores provenant d'Italie de voyager et de transiter pour atteindre les lieux de consommation les plus reculés de la Gaule. L'archéologie, notamment à Coran, a mis au jour des tonnes de restes d'amphores. Si l'on calcule bien, en l'espace d'une dizaine d'années de fouilles, ce sont environ 60 tonnes de tessons d'amphores, soit plusieurs dizaines de milliers de récipients qui ont été mis au jour sur les 2 hectares actuellement explorés. Si on extrapole aux 50 hectares occupés sur l'ensemble du plateau, qui livrent tous des tessons d'amphores à l'époque des labours, on obtient des quantités considérables de vin, des milliers d'hectolitres, consommés là en l'espace d'à peu près un siècle. Une partie de ces amphores, pas toutes, comportent des estampilles, c'est-à-dire des timbres qui sont imprimés dans la pâte fraîche de l'amphore avant cuisson. Ces estampilles, ces marques peintes, qui garantissent en quelque sorte la traçabilité de l'amphore et surtout du vin qu'elles contiennent, nous permettent d'identifier parfois l'origine des récipients, mais pas toujours, parce que le problème, c'est qu'il y a des centaines de produits qui arrivent en Gaule et très peu d'ateliers sont connus à l'heure actuelle. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à les rattacher tous à une aire de production particulière. Des travaux sont menés patiemment en étudiant ces centaines de milliers, ces millions de tessons d'amphores un petit peu partout sur les grands sites importateurs, Bibracte, Toulouse, Coran ou Lyon, mais on n'est pas encore en mesure d'identifier tous les ateliers. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le vin circulent d'autres produits, d'autres objets. Bien entendu, la vaisselle liée au service du vin. Alors, il y a différentes choses. Il y a de la vaisselle métallique produite en Italie, par exemple des éléments de cruche, de passoires, de seaux à vin qui circulent. Il y a de la vaisselle de luxe qui sert à consommer le vin, des coupes. Par exemple, ce simple tesson, son décor, la couleur de l'argile, la nature de l'argile permet d'affirmer qu'il a été fabriqué dans la mer Égée sur l'île de Délos. Il y a d'autres fragments de verre, cette fois-ci, dont on peut affirmer avec certitude qu'ils ont été produits, les coupes en verre ont été produites sur la côte syrio-palestinienne. Donc ce sont des pièces de vaisselle qui voyagent à très longue distance, qui sont évidemment très luxueuses, très rares.
De nombreux textes anciens insistent sur la consommation importante de vin faite par les Gaulois. Diodore de Sicile, l'historien grec, parle ainsi. Aussi, beaucoup de marchands d'Italie, poussés par leur habituelle cupidité, voient-ils une bonne source de profit dans cet amour des Gaulois pour le vin. Par bateau sur les fleuves navigables ou par voiture dans les pays de plaine, ils leur apportent du vin qu'ils leur vendent à un prix incroyable, donnant une cruche de vin pour un jeune garçon et recevant en échange de la boisson l'esclave qui la sert. Si la consommation excessive du vin par les Gaulois est attestée par les textes et l'archéologie, il serait peu scientifique de s'arrêter à l'ivrognerie gauloise. L'étude de la consommation et du marché du vin, recoupée par celle des textes, nous renseigne sur l'époque, les coutumes, les relations sociales, voire les rituels et la politique. En 70 avant Jésus-Christ, le grand orateur savant et avocat Cicéron prononce un plaidoyer pour la défense de son client et ami, Marcus Fonteius. Ce dernier est accusé par des Gaulois du peuple des Allobroges de surtaxer le vin et de corruption. Pour mieux disqualifier ses opposants gaulois, Cicéron les traite de sacrificateurs et de barbares à la parole peu digne de foi. En avocat roué, Cicéron feint de s'indigner contre ces Gaulois, se servant d'arguments religieux pour les fustiger. Que peut-il y avoir de saint et de sacré pour des hommes qui, lorsque la frayeur les précipite aux pieds de leur Dieu, pensent les apaiser en souillant de victimes humaines leurs autels et leurs temples? Si l'archéologie n'apporte pas la preuve de sacrifices humains du temps de Cicéron, ils sont avérés à des époques antérieures. Cette péripétie juridique qui illustre l'importance économique du vin a des prolongements qui vont bien au-delà du simple litige entre commerçants romains et gaulois. Elle contribue, parmi d'autres faits dont nous parlerons plus tard, à alimenter le mythe du Gaulois barbare. Avec le vin, un autre marqueur pour l'archéologue atteste de la vitalité et de la dynamique des échanges entre la Gaule et le reste du monde de l'époque. Les monnaies. Leur apparition en Gaule est tardive. Elle date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont d'abord les mercenaires gaulois embauchés dans les guerres lointaines qui les introduisent. Le monnayage se développe ensuite du sud vers le nord, où chaque peuple gaulois aura à cœur de frapper sa propre monnaie. Quand on étudie une pièce, on sait reconnaître la forme du lingot qui a été à l'origine de la pièce. Parce que c'est la forme du lingot qui va donner ou une forme quadrangulaire, ou ce que certains ont appelé une pièce romanisée, beaucoup plus ronde, beaucoup plus en accord avec ce qu'on connaît de nos pièces. La découpe se faisait au burin. Alors là, on pourrait dire, oui, comment le sait-on? Eh bien, tout simplement parce que quand on retrouve une pièce qui a été découpée au burin, le simple fait de la découper au burin va écrouir le métal du côté du cisaillement. Ce qui fait que même à la frappe, eh bien, sur les côtés qui ont été contrits, qui ont été abîmés, où là les atomes ont été serrés, eh bien, quand on va frapper la frappe, le côté rectiligne du burin va quand même être conservé. Ce sont des milliers de pièces qui sont ainsi frappées. Le tout, c'est qu'ils portent la marque. La marque, ça va distinguer le peuple. Donc, avec un seul petit morceau eh bien, du dessin, on va reconnaître quel est le peuple qui a frappé cette monnaie. Et là, en deux coups, à l'origine, la frappe se fait à chaud. Il s'agit de l'argent. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un recuit. On tient au chaud le flanc jusqu'au moment où l'ouvrier, l'arpète, comme on dit, va le présenter au frappeur. Et là, voilà, on tient une petite pièce. Le problème sur les monnaies, c'est que souvent la terre est plus dure que le métal. Donc, c'est un cavalier avec un, comment dirais-je, avec un manteau et une lance. C'est un lancier, hein, et qui galope à droite. Et de l'autre côté, vous avez une tête casquée. Et au niveau de la tête casquée, c'est visiblement un type, c'est ce type-là avec le col strié. En revanche, la légende est hors champ. C'est pour ça qu'on n'est pas très sûr. Il
Il y a des dizaines de monnaies de ce type dans la vallée du Rhône. C'est une série qui a duré très longtemps, avec une chronologie assez fine et une imitation très forte des monnaies romaines au Dioscure. Sur le site de l'oppidum Mediolanum, aujourd'hui Châteaumeillan, fief de la tribu des Bituriges et situé au sud de leur territoire, au carrefour de nombreuses routes, ce qui lui confère un statut d'oppidum de frontière, les chercheurs ont trouvé des grandes quantités d'amphores et des monnaies de valeur très variables, et notamment des potins, monnaies communes, coulées et non frappées. Alors, ce qu'on y trouve, c'est d'une part, en effet, des monnaies de relativement faible valeur. Alors ça, on ne sait pas très bien à quoi elles servent, mais c'est vrai qu'on les retrouve sur tous les oppidas. Ce sont les fameux potins, donc on en a un certain nombre d'exemples ici, qui sont des monnaies qui peuvent aller très loin. Là, j'ai sélectionné des potins au tricelle. Et celle-ci, elle est quand même particulièrement intéressante parce qu'on la trouve justement dans la région ici, et on la trouve aussi jusqu'en Tchécoslovaquie. Alors, qu'est-ce que ce potin, qui n'a pas de valeur en soi, fait encore du côté de Zavist et à l'autre bout de l'Europe celtique? Ça, c'est une des questions qu'on se pose. On n'a pas la réponse, mais c'est vrai que cette monnaie-là, par exemple, on la trouve ici à Châteaumeillan, et on la trouve aussi dans les 2-3 grands sites qui ont été fouillés récemment d'Oppida, récemment, depuis une trentaine d'années, chez nos amis tchèques. Au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, la monnaie voit son importance augmenter à un point tel qu'aux alentours de -120, certains peuples gaulois modifient leur système monétaire. Il se passe au milieu du second un certain nombre d'événements historiques importants. Il y a Rome qui prend de plus en plus d'importance, il y a Marseille qui est plus ou moins indépendant, qui est très très lié à Rome depuis déjà un certain temps, et parallèlement, c'est la grande période où Rome signe toute une série de traités d'alliance et de conventions avec les Éduins, les Lingons, les Séquanes, c'est-à-dire tous ces peuples du centre-est, qui montrent l'importance des relations politiques d'abord, et évidemment derrière commerciales, parce que tout ça c'est un peu lié quand même, rien ne change. Et à cette époque-là, comme par hasard, on voit apparaître une monnaie très particulière, qui est ce qu'on appelle le denier gaulois, qui est en fait une monnaie qui est frappée dans cette zone Éduin, Lingon, Séquane, avec différentes émissions spécifiques à chacun de ces peuples, mais qui ont toutes pour spécificité d'être une tête casquée avec une croix derrière la tête. Donc ça, c'est très important, parce qu'on voit l'apparition d'un nouveau type, probablement pour des raisons politiques, mais qui va donner lieu à toute l'organisation de la monnaie dans cette région, calquée sur un demi-denier romain, qui en plus vaut, hasard ou nécessité, le poids de la drachme légère de Marseille à la même époque. Cet alignement monétaire avec des monnaies romaines et grecques répond aussi à des intérêts militaires. À Bassines, en Moselle, une fouille de l'INRAP a permis la découverte en 2010 d'un trésor exceptionnel. Un dépôt de plus de 1000 monnaies gauloises de provenances diverses, valant un demi-denier romain, émise juste après la conquête et qui aurait pu servir à un grand chef allié des Romains à payer ses troupes. On sait que pendant la guerre des Gaules, César s'est appuyé sur une partie des élites gauloises dont les troupes devaient, bien entendu, être payées dans une monnaie facilement convertible. Voici la vallée de la Seille, Salia, dans l'Antiquité, au cœur de la Lorraine. Ce lieu a été durant tout l'âge de fer le théâtre d'une activité intense de production de sel. Le sel, à une époque où la réfrigération n'existe pas, est un produit indispensable à la vie. Il conserve les aliments. Consommé par les vaches, il donne un meilleur lait. Consommé par les moutons, une meilleure laine. Le sel constitue une richesse, une monnaie. Située sur les bords de la Seille, entourée de marécages, la ville de Marsal est assise sur d'importants gisements de sel. Les vestiges de l'exploitation saline gauloise ont d'abord été découverts sous Louis XIV, puis mis au jour en 2001 par les archéologues. Ils sont annuellement fouillés. Au XVIIe siècle, à l'issue de la guerre de 30 ans, la forteresse de Marsal a été fortifiée par Vauban. Et quand on a fortifié le site de Marsal, on s'est rendu compte que l'ensemble de la ville était assise
sous une accumulation de restes de terre cuite qui atteignait presque 10 mètres de hauteur sur 500 mètres de diamètre. Et c'est composé de ce type d'éléments que vous voyez là. Ce sont des fragments de barres en terre cuite. Ce sont des éléments de grille qui supportent les moules à sel. Vous avez aussi des éléments de gobelets. Vous avez des restes de poterie qui sont associés à ces déchets de terre cuite. Et ces restes-là sont des restes industriels qui ont servi à la fabrication intensive du sel. Les Gaulois, une fois la saumure récoltée, la soumettaient à des étapes de réchauffement progressif. En bout de chaîne, ils obtenaient des pains de sel dur qu'ils extrayaient de godets de terre cuite et d'argile en brisant les moules dont ils jetaient les débris. Ce sont les déchets de cette production que les archéologues appellent le briquetage. Les éléments sur lesquels on travaille, c'est du déchet en fait, c'est du déchet industriel. Et encore aujourd'hui, c'est des restes dont on peut rien faire en particulier. On a plusieurs mètres d'accumulation constituée de ces éléments. On en a presque 4 millions de mètres cubes dans la vallée. Et en fait, c'est un peu le destin de l'archéologie que de travailler sur les déchets. On n'exhume pas ici des tombes avec du mobilier exceptionnel, on travaille sur du déchet industriel et c'est ça qui nous apporte de l'information en fait. Le toit du sel, c'est-à-dire le sommet de la couche de sel gemme n'est qu'à 60 à 80 mètres de profondeur. Donc l'eau de surface s'infiltre dans le sous-sol et remonte sous la forme de sources salées qui parsèment toute la vallée autour de nous. Or ici on se trouve à l'intérieur des terres, on est à 400 km des côtes et le fait que le sel sorte naturellement du sous-sol, c'est une ressource inespérée. C'est ce qui fait que dans l'Antiquité on appelait le sel l'or blanc, c'est une ressource essentielle à la vie. Alors ce qu'on observe aussi, c'est que la technique de production elle évolue. Au début, lorsqu'on utilise du combustible d'espèces forestières pour faire chauffer l'eau salée. Et à partir du VIe siècle, en fait, la chaleur n'est plus utilisée que pour produire les pains de sel. Et on a l'impression, c'est ce qu'on est en train de fouiller actuellement, que toute l'étape préliminaire qui consiste à concentrer la saumure pour en extraire le sel est faite naturellement dans des bassins où c'est plutôt l'énergie solaire qui remplace l'énergie fournie par le combustible. Alors les recherches qu'on a menées ici montrent que en fait, l'activité de production du sel, c'est fondamentalement une activité saisonnière. Et c'est le cas aussi, on a des exemples aux périodes historiques. C'est quelque chose qui se fait plutôt en période de printemps-été, quand il fait chaud et quand il y a du vent. Deux éléments qui sont favorables à l'évaporation de l'eau et donc à la concentration du sel dans la saumure. Les collectivités qui travaillent ici sont des gens très très particuliers parce que ce sont des sauniers, donc des gens qui produisent du sel, mais également durant la période où on ne travaille pas, durant l'hiver, ce sont des artisans. Et les productions qui sortent des ateliers de fabrication du sel, ce sont des productions d'objets de luxe. Donc c'est toute l'image inversée du prolétariat. Ce n'est pas des ouvriers du tout, c'est des gens relativement riches qui occupent les niveaux supérieurs de la société. Pour qu'un pouvoir puisse se construire, il a besoin de se reposer sur des types de gens qui ne travaillent pas, en quelque sorte, et qui sont au service du pouvoir, et en particulier les soldats et les militaires. Quand on a la chance d'avoir une ressource qu'on exploite sous son contrôle et qui est quelque chose qui est vital pour des bassins de population qui dépassent l'échelle de la région, à ce moment-là, ça permet d'avoir des ressources extraordinaires qui donnent la possibilité de développer justement, d'employer des mercenaires, d'employer des gens qui vont construire des fortifications et qui vont permettre de pousser la concentration sociale, le pouvoir à un niveau supérieur. Et ça, c'est quelque chose d'universel parce que on voit que le sel a un lien direct dans le développement des premiers royaumes et des premiers empires. Toujours dans le voisinage de Marsal, une autre équipe procède à des opérations de carottage. C'est un fragment de briquetage. On se trouve ici à plus de 3 mètres de profondeur. Aux fouilles des archéologues et au carottage des géoarchéologues s'ajoutent les prospections géophysiques magnétiques. Elles utilisent des sondages par analyse des champs magnétiques qui, après traitement,
matérialise les traces de vestiges. « 7 mètres ». Alors c'est effectivement un champ qui vient d'être récolté, mais quand on regarde bien, vous voyez qu'à 50 mètres d'ici, il y a un replat, une bosse, et cette bosse est l'empreinte d'une villa romaine. À l'œil nu, on voit, c'est des bris rougeâtres, c'est des fragments de tuiles romaines, et donc nous sommes à l'emplacement d'une villa romaine, et voici un bout de tuiles romaines, et il y en a absolument partout ici, et ces fragments recouvrent une surface d'au moins 1 hectare. Il représente aujourd'hui une masse encore considérable et c'est à travers cette masse que nous voulons passer avec la géophysique pour voir le Gaulois qui pourrait se cacher en dessous. Donc voilà un extrait de la carte réalisée par les prospecteurs. Et ce qui saute aux yeux d'abord, c'est cette multitude de petites taches blanches et noires qui représentent tout un petit objet en fer probablement récent et qui est situé en surface. C'est la pollution du XXe siècle. Il y a une autre chose, c'est cette tache blanche, un peu floue, qui est de nature complètement différente des autres anomalies. Et on voit que l'objet très magnétique qui apparaissait avant est maintenant ici, à la même abscisse, mais on voit maintenant sa profondeur, il est à 2,50 m de profondeur sous le sol, et on devine ici l'horizon des petits objets métalliques, et celui-là est nettement plus profond, ce qui nous permet de le discerner très nettement du reste. Il est très localisé, il est très magnétique, et donc c'est très probablement un artefact, peut-être un four. Dans leur quête de matières premières, les Gaulois exploitaient de nombreux gisements de fer. Au nord-ouest du Mans, la construction de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire donne lieu à une fouille préventive répartie sur plusieurs sites. Ces dessins géométriques, ces creusements, sont les reliefs d'autant de restes archéologiques qui matérialisent les mines de fer gauloises. Nous sommes ici à l'emplacement d'une mer peu profonde, ce qui explique la présence de sable et d'argile. Et au cours de l'évolution géologique, des battements de nappe à l'intérieur de ces sédiments ont permis à du minerai de fer de s'agréger et de former des concrétions plus ou moins grandes. Ici, nous en avons un exemple avec cette boule de minerai de fer. Et c'est ce que recherchaient les mineurs dès l'époque gauloise. Ce qu'ils recherchaient le plus étant bien sûr le cœur de cette boule qui était le plus riche en minerai de fer. Là, je suis à la base du puits, qui, à la fin de l'exploitation, va distribuer sur 1, 2 et 3 galeries. On voit que les galeries sont relativement normées. Elles font à peu près 1 mètre de large pour à peine 1 mètre de hauteur. Ce qui signifie que les mineurs ne peuvent progresser qu'en étant non pas accroupis, mais plus vraisemblablement à plat ventre. Tous ces gisements de fer et la multiplication des mines gauloises constituent un ensemble dont l'échelle s'apparente à une proto-industrie. Ici, une équipe de l'INRAP essaye de reconstituer un bas fourneau. Ce four à combustion qui sert, dès le début de l'âge du fer, à transformer le minerai de fer en fer métallique. On le met par couche, petit à petit, vraiment doucement. Il faut 100 grammes, 200 grammes, avec du charbon toujours. Le minerai doit être plus ou moins en petite quantité, enfin en petite granulométrie, pardon. On retrouve du minerai grillé comme ça en poudre dans les fours archéologiques. Souvent même dans les fosses de travail ou à côté du four. On devine des choses un peu rondes, de forme un peu ronde ou patatoïde, en forme de patate comme ça. C'est l'aire de stockage du minerai et c'est là qu'ils vont se servir pour le mettre dans le four. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionnent ces fours, comment on les charge en combustible, de quelle quantité et en quelque sorte de lisser ces courbes. Alors évidemment, les Gaulois, ils n'ont pas de thermocouple, de thermomètre en quelque sorte placé dans leur four, avec relié à un ordinateur qui leur produit de jolies courbes comme ça. Mais les Gaulois, eux, un petit Gaulois, il a appris avec son père, avec son oncle, pendant très longtemps, avant que lui-même prenne en charge son four et fasse du fer.
Donc, et nous, on n'a pas eu cette possibilité-là. C'est peut-être pas une chance d'ailleurs, mais en tous les cas, il nous faut nous réapprendre empiriquement comment fonctionnaient ces structures. Et le fer répond à une demande d'outillage pour l'agriculture principalement, armement aussi, outillage pour les transports. Si on regarde la physico-chimie des matériaux, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a d'abord trouvé les métaux à l'état natif, et ensuite on s'est mis à comprendre qu'il y avait des pierres, des roches, qui étaient plus denses, plus lourdes que d'autres, et que donc peut-être elles contenaient des métaux, ceux qui justement sont les matériaux les plus denses dans la nature, ceux qui ont une plus forte densité, qui sont les plus lourds. Donc ces roches, on les a travaillées, on les a broyées, on les a passées au feu, et on s'est rendu compte que du métal sortait. Et donc au final, voilà, nous on va essayer d'arriver à quelque chose proche de ça pour pouvoir commencer à faire un objet. Et là, on peut sans problème commencer à faire un petit objet comme un couteau, par exemple. La Gaule est aussi criblée de petits ateliers de forge, de lieux où l'on travaille le métal extrait du minerai. Mis bout à bout, cette multitude de points épars finit par générer des volumes de production dignes d'une échelle industrielle. C'est dans le travail et la maîtrise des métaux où ils font preuve d'une grande inventivité que les Gaulois vont faire de leur artisanat leur deuxième force économique après l'agriculture. Nous sommes devant la reconstitution d'un atelier de travail du métal, plus particulièrement d'un bronzier. Et même ce bronzier a une particularité, c'est que c'est un fondeur. Donc cet atelier est divisé en deux parties. Une partie blanche qui est une partie noire. La partie blanche était tournée vers la rue et était de cette couleur volontairement pour avoir le maximum de lumière. C'est le lieu où on termine les ébauches des objets, on les cisèle, on les nettoie, on les polit. De l'autre côté, donc la partie noire, c'est le lieu où on va couler le bronze. Il faut surtout que l'on ait toujours la même couleur pour savoir si la température du bronze ou alliage cuivreux est bonne pour couler dans les moules. Au début, très souvent, on a pensé que les Gaulois ne savaient faire que du fer doux, c'est-à-dire un fer de mauvaise qualité. Sur un site comme Bibrac, on trouve du fer, beaucoup de qualités très différentes, c'est-à-dire on trouve jusqu'à l'acier, c'est-à-dire de l'acier qui est trié dans l'éponge à la sortie du four, et des fers carburés, donc on a tous les types de fer. Alors, ce qui est aussi important, c'est que, disons, le fer, c'est aussi tout l'armement. Et on peut dire que les Gaulois étant des grands combattants, on a toujours dit, donc grâce aux épées de fer et tout, et c'est vrai qu'ils ont un armement en fer extraordinaire. Ils ont aussi des fibules en fer, on a beaucoup de fibules en fer. On a aussi tout ce qui est outils, tout ce qui est donc, vraiment la vie quotidienne aussi en fer. Les Gaulois possédaient la maîtrise des procédés de confection du bronze, du fer et de l'or. Ils réalisaient toutes sortes d'objets, telles ces clavettes de roues de char en bronze. Paradoxe s'il en est, alors que les Gaulois excellent dans le travail du bois, il ne nous a guère été possible d'admirer leur réalisation. En effet, le plus grand ennemi du bois est le temps, à moins que l'eau ne lui vienne en aide. En Suisse, près de Neuchâtel, dans des milieux humides, on trouve depuis le XIXe siècle et grâce à la complicité de l'eau qui conserve, de rares vestiges du travail des Gaulois sur le bois. Alors en fait ici c'est une reconstitution d'un pont celtique, ou plutôt d'une partie d'un pont celtique, parce qu'à l'origine il était beaucoup plus long, il faisait presque 100 mètres de long. Alors d'un pont qui a été fouillé en 1965, qui date d'à peu près 100 avant Jésus-Christ, et qui s'est effondré dans le lit de la rivière Thiel, tout près du site de l'Athènes. Alors l'interprétation qui est admise actuellement,
c'est que ce pont s'est effondré, donc c'est un accident, et il a emporté avec lui, on va dire, tous les gens qui franchissaient ce pont au moment de la catastrophe. Une catastrophe qui après a été provoquée par une crue soudaine, une sorte de tsunami qui aurait emporté le pont, qu'on a trouvé des squelettes, des armes, des quantités de gens coincés entre les poutres du pont. Les fouilles effectuées sur le site de la Tène ont permis de découvrir bien d'autres objets en bois et de confirmer le talent de chartron des Gaulois. Ici, on a un objet assez exceptionnel, c'est un bouclier de l'époque de la Tène, donc un bouclier gaulois, si on veut, et c'est probablement le premier qui a été jamais découvert. Et sa particularité, c'est que le bois s'est conservé. Donc la conservation des matières organiques, qui est autorisée par l'humidité des sédiments, c'est quelque chose de tout à fait particulier au site de la Tène. Alors si on regarde bien, en fait, on se rend compte qu'il s'agit d'un moulage. Il y a eu, lors de la découverte, en 1913, la chance exceptionnelle que les fouilleurs d'alors ont fait intervenir un mouleur professionnel sur le terrain. Donc au moment où l'objet a été dégagé, un mouleur en a pris l'empreinte. Et l'objet original, ensuite, il s'est dégradé. Alors ça, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait exceptionnel et qu'on voit encore mieux avec le cas de la roue de la Tène qui se trouve là derrière. Alors vous voyez ici, on a cette roue athénienne. Alors il y a un joug, il y a des éléments de bas, il y a toutes sortes de choses en fait dans cette vitrine. Alors cette roue, c'est une roue qui a été découverte elle aussi dans les fouilles au début du XXe siècle. Et là aussi, ils en ont fait une empreinte sur le terrain. Et quand on regarde ce qui se situe juste à côté, en fait, ça c'est la roue authentique. Donc le bois lui-même, qui était gorgé d'eau, en desséchant, il s'est décomposé, il s'est déstructuré et il n'en reste plus que ça. Et par chance, on a moulé l'objet lors de sa découverte, ce qui permet d'en garder aujourd'hui pour demain, et évidemment on l'espère pour l'éternité, une empreinte très précise de l'apparence en fait du bois qui a été révélée aux fouilleurs juste avant la Première Guerre mondiale. Transmission orale du savoir, matériaux éphémères, érosion, défaite, absence de traces, les vides de l'histoire gauloise ont été comblés par les chroniqueurs. La légende et les doutes se sont installés. On a longtemps cru les Gaulois incapables de réalisations artistiques. En 1862, Eugène Viollet-le-Duc voit dans le casque à revêtement d'or et d'émail, découvert en 1841 à Amfreville en Eure-et-Loire, un travail trop délicat pour avoir appartenu à l'époque de l'autonomie gauloise. Pendant très longtemps, on a pensé que les Gaulois n'étaient pas capables d'avoir eux-mêmes un art. Et quand on a commencé à prendre conscience du fait que c'était eux qui avaient vraiment fait ça, on l'a pris comme quelque chose de décoratif. Parce que ce n'était pas un art figuratif. Ça ne représente pas, comme l'art grec ou l'art romain, des scènes avec des personnages. C'est un art très géométrique. Et donc on a pensé que c'était uniquement de l'artisanat, que c'était quelque chose qui servait à décorer en fait. Et il a fallu très très longtemps pour qu'on commence à aller au-delà de ça. Et en fait là, ce changement, il est peut-être depuis, je dirais à peine une dizaine d'années en fait. C'est extrêmement progressif. Et on a beaucoup bénéficié du regard porté sur les arts primitifs, de l'anthropologie de l'art primitif, qui montre que en fait c'est des conceptions différentes de la réalité et qui s'expriment par des motifs qui nous ont l'air géométriques, mais qui représentent des choses, qui représentent des concepts, qui représentent des symboles. Et évidemment, on ne sait pas regarder de l'intérieur l'art gaulois, on ne sait pas ce que ça représente, ils ne nous l'ont pas dit, mais on voit que c'est quelque chose de construit et que derrière ça, il y a une mythologie et que c'est quelque chose qui raconte une histoire. C'est intéressant parce que c'est les surréalistes qui ont fait changer le regard sur l'art gaulois, qu'on a longtemps pensé comme quelque chose de moins bien fait que l'art romain, quelque chose qui dans le meilleur des cas était une imitation mais un petit peu laborieuse. Et en fait c'est après-guerre quand Breton est revenu de son séjour aux États-Unis avec Max Ernst, c'est là où il a découvert l'art des poupées Kachina, l'art des Navarros. Et quand il est revenu en France, il s'est pris de passion pour la numismatique gauloise, les monnaies gauloises, et pour justement des représentations qui sont des représentations pas classiques dans l'art. Qui sont des représentations dans lesquelles il y a du fantasme, il y a de l'imaginaire, il y a des choses fantastiques. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu commencer à prendre conscience du contenu vraiment, que c'était vraiment, c'est un art, c'est pas juste des choses décoratives.
Si l'or des Gaulois en a fait rêver plus d'un, il a fallu attendre l'archéologie moderne pour évaluer la complexité et l'importance de la chaîne d'exploitation des mines d'or gauloises. Dans le Limousin, à Fagassières, on exploite toujours le minerai d'or. Mais la Gaule a connu très tôt une exploitation aurifère. Béatrice Coët explore les vestiges de cette exploitation. Une fois encore, grâce à la complicité des milieux humides qui permettent la conservation du bois, elle a reconstitué les fronts de taille sur les filons. Système de drainage, bois, structures de soutènement sont encore identifiables. Eh bien, on a vu qu'entre le 6e avant et puis la conquête romaine, là, pendant tous ces siècles, l'industrie s'est jamais arrêtée. Elle a fait qu'augmenter en dimension, en profondeur, en nombre d'exploitations. Rien qu'en Limousin, on a recensé 250 mines. Et ces mines, c'est des groupements de travaux. C'est-à-dire, dans un même site, on peut avoir 20 fosses. Hein? Donc, quand je parle de mines, je parle de zones minières. Et j'ai recensé près de 2000 fosses dans ces zones. Donc c'est une énorme activité. Et on n'a fouillé qu'une dizaine de sites. Et par exemple, on a trouvé à la mine des Fouilloux, dont il est question souvent dans mes textes, c'est un ensemble de fosses qui s'étirent sur 1 kilomètre de long. Et au départ, quand on les voit, c'est des espèces de mouvements de terrain qui marquent complètement le paysage. Il y en a 6 et ça n'atteint pas 10 mètres de profondeur. Et quand on a fini les fouilles, on est à moins de 30 mètres. Et à partir de 15-18 mètres de profondeur, les chantiers passent en souterrain. Et donc là, on a toutes ces techniques de boisage les plus sophistiquées de l'époque, avec des assemblages tenons mortaises, des plateformes, ainsi de suite. Et donc, on voit une audace au niveau des techniques, plus les histoires de drainage, de pompage et tout ça. Donc, quand je parle de proto-industrie, c'est le fait qu'on ait des grands chantiers, qu'on en ait beaucoup, que l'activité soit pérenne pendant des siècles, ce qui veut dire qu'on a une population qui s'est spécialisée dans le domaine. Ce sont des mineurs. Les auteurs disent la Gaule est très riche en or et il n'y a qu'à se baisser pour ramasser l'or. Ça, c'est une certaine suffisance qu'avaient ces auteurs classiques. Ils ne savaient pas comment ils faisaient, en fait, puisque les Gaulois ne leur permettaient pas de venir voir de près leurs exploitations. Et alors donc, ils voyaient cet or arriver sur le marché, j'imagine, sous forme de lingots, de bijoux, de monnaie. Donc, pour eux, ils n'étaient pas capables de travailler de manière très savante, donc ça devait être facile à trouver. Or, l'étude de ces mines montre que c'est une longue chaîne de traitement qui est très complexe et que l'or n'est pas là. D'ailleurs, on a je vous ai amené un peu de minerais. On voit que l'or est présent dans la roche, en effet, mais il faut le sortir. D'abord, il fallait trouver ces filons, et il fallait donc en arracher les morceaux, et ensuite, il faut faire tout un travail pour récupérer ces petites paillettes d'or, ces grains d'or qui sont pris dans le quartz. Et le quartz, c'est la gangue donc, de ce minerai. C'est une roche très dure. Très dure, et on ne la casse pas comme ça. Et pour récupérer ces paillettes d'or qui sont prises dans ce quartz, il faut en faire de la poudre de cette roche. Sous l'effet de la chaleur, il faut d'abord faire éclater les filons de quartz afin d'en faciliter l'extraction. Si on grille cette roche, on la rôtit dans des foyers, ça fragilise le quartz donc qui s'écrasait plus facilement. Et en plus, ça fait une opération chimique qui ne devait pas en comprendre tout, mais il devait en voir le résultat. C'est-à-dire que les sulfures qui sont dans cette roche, quand c'est grillé, s'oxydent, et donc ça libère un peu les paillettes de la gangue elle-même. Donc après, ça se broie et ça s'écrase très facilement. Donc on finit par obtenir cette poudre aurifère. D'après certains textes anciens, les Gaulois combattaient dans un grand vacarme, torse nu, voire totalement nus, et couverts d'or pour exhiber leur force et terroriser l'ennemi. Des représentations de ces guerriers voient le jour très tôt, dès l'Antiquité, et seront courantes chez les peintres du XIXe siècle.
le mythe des Gaulois redoutables et désordonnés au combat, qui attaquent en criant, en s'agitant, est ainsi décrit par Diodore de Sicile. Quelques-uns méprisent la mort au point d'entrer dans la lutte nus, avec un simple caleçon. Ils emmènent aussi des serviteurs libres, recrutés parmi les pauvres, lesquels, dans les combats, font office auprès d'eux de conducteurs et d'écuyers. Quand les troupes sont rangées, ils ont l'habitude de s'avancer hors des rangs et de provoquer les plus braves de ceux qui leur sont opposés à un combat singulier, en agitant leurs armes pour frapper de terreur leurs adversaires. Strabon commente encore. Avec leurs habitudes de légèreté, les Gaulois ont cependant certaines coutumes qui dénotent quelque chose de féroce et de sauvage dans leur caractère, mais qui se retrouvent, il faut le dire, chez la plupart des nations du Nord. Au sortir du combat, ils suspendent au cou de leurs chevaux les têtes des ennemis qu'ils ont tués et les rapportent avec eux pour les clouer comme autant de trophées aux portes de leur maison. Les têtes des chefs ou personnages illustres étaient conservées dans de l'huile de cèdre et ils les montraient avec orgueil aux étrangers, refusant de les vendre, même quand on voulait les leur racheter au poids de l'or. Cette façon tout autre de combattre, les pratiques de décapitation ou le courage des Gaulois face à la mort, viendront alimenter dès l'Antiquité l'idée que les Gaulois sont des querelleurs, des peuples barbares, sauvages et sanguinaires. Parmi les objets les plus singuliers que les Gaulois nous ont légués, l'un des plus impressionnants est sans doute le carnyx, cette trompe de guerre qui les accompagnait au combat et vraisemblablement dans les sanctuaires. La découverte, elle s'est faite un peu par hasard sur le site de Tintignac à Naples, en Corrèze, en 2004. Donc on recherchait en fait le sanctuaire gaulois. On avait commencé à trouver les premières fosses, la tranchée de la palissade. Et c'est dans l'angle de la plateforme sacrée. Donc on a découvert, mais vraiment par le plus grand des hasards, et bien sûr la dernière semaine de fouille, une petite fosse de 1,10 m de côté sur 30 cm de profondeur, qui était remplie à ras-bord d'objets métalliques, enfin de fragments d'objets plus exactement, en fer et en bronze. Et ça a été quelque chose de complètement inattendu. Sur le sanctuaire, on avait très peu d'armes, très peu d'éléments gaulois jusque-là. On avait les fosses, mais très peu d'éléments. Et en fait, ça a été la découverte. Donc il nous a fallu plusieurs semaines avec l'aide des restauratrices pour dégager toutes ces pièces, 500 fragments d'objets qui représentent des armes, des trompettes, les carnyx, les fameux carnyx, des casques, des choses tout à fait inhabituelles ou très rarement découvertes dans le monde celtique. Il faut savoir que, par exemple, les casques celtiques, on en connaît très peu, et dans l'ouest de la Gaule, il y en a quelques-uns du côté de Toulouse ou d'Angoulême, mais là, on en a 10 d'un coup dans la même fosse. En ce qui concerne les trompettes, les carnyx, il y en avait une dizaine de fragments connus dans l'Europe entière, et on en a 7 trompettes, alors incomplètes certes, mais 7 pavillons quand même de trompettes dans ce dépôt. Donc bien sûr, c'est la découverte qu'un archéologue a parfois la chance de faire dans une vie. Aussi étrange qu'ils puissent nous paraître, ces casques étaient connus par les textes. Ainsi en parle Diodore de Sicile au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ils se coiffent de casques d'airain avec de grands ornements en hauteur, lesquels donnent à ceux qui s'en servent une apparence gigantesque. À quelques-uns même de ces casques sont fixés des cornes de même nature, et à d'autres des masques en relief d'oiseaux ou de quadrupèdes. Le cygne étant l'animal de prédilection qui accompagne l'âme des morts dans l'au-delà, donc il ne serait pas étonnant que le guerrier soit coiffé d'un tel casque. Tous les objets qu'on a retrouvés dans le dépôt de Tintignac, que ce soit les armes, le chaudron, les carnyx, on les retrouve sur des scènes du chaudron de Gundestrup, sur une scène représentée sur une des plaques internes de ce fameux chaudron trouvé au Danemark en 1891. Cette plaque, cette scène, en tout cas, est interprétée de diverses manières par les différentes personnes qui ont pu les étudier. Jean de Vries, en 1975, parle, lui, peut-être d'un rituel guerrier, d'initiation guerrière pour les jeunes. Sur la scène en fait du chaudron, on voit des personnages, des fantassins en fait qui se déplacent vers
gauche vers un grand personnage qui trempe un petit personnage dans un chaudron et ils repartent à cheval. Donc peut-être un rite d'initiation guerrière qui transforme les jeunes guerriers en véritables chevaliers, donc en personnages importants dans l'élite guerrière. Que des objets mis au jour dans le dépôt rituel de Tintignac, en Corrèze, se trouvent représentés sur un chaudron découvert au Danemark et que certains spécialistes pensent originaires de l'Europe centrale ou de la Gaule, laisse présumer de pratiques communes dans tout le monde celtique. Chez les Gaulois, la pratique de la guerre est intimement liée à celle de la religion. Voici un chêne dans une forêt. Un homme est monté sur ce chêne. Il est habillé d'une robe toute blanche. Et il a sur la tête une couronne de feuillage. Cet homme est un prêtre. Les prêtres gaulois s'appelaient les druides. Il tient une serpe à la main. Il va couper une petite plante, le gui, qui a poussé sur une des branches. Mais cette pratique, si souvent évoquée, est une légende. Les druides n'officiaient pas dans les forêts, mais dans des lieux dédiés, réservés aux rituels. Les sanctuaires. Ce fait est avéré depuis la découverte historique du site de Gournay-sur-Aronde. Il y a 4 ans, près de Compiègne, en retournant un champ, on a vu remonter au jour des dizaines d'armes gauloises tordues, rouillées. Les archéologues ont fouillé et ont découvert ici, à Gournay-sur-Aronde, l'un des 2 seuls sanctuaires gaulois connus. Cette importante découverte jette une lueur sur les pratiques religieuses de la Gaule antique, très mal connues. Le sanctuaire de Gournay est un enclos de 45 mètres de côté qui était fermé par des palissades et des fossés. On pense que le sacrifice se déroulait à l'intérieur du sanctuaire, au bord d'un certain nombre de fosses qui étaient les structures principales cultuelles, notamment une grande fosse de 4 mètres de longueur qui faisait 2 mètres de profondeur. Le sacrifice devait se dérouler à proximité immédiate de cette fosse, notamment pour les bœufs, qui étaient certainement égorgés et ensuite déposés dans cette fosse. Les animaux, et certainement les âmes, pourrissaient un certain temps. Il y a une notion de pourrissement dans le sacrifice qui est très importante à Gournay, aussi bien pour les animaux que pour les âmes, pour lesquelles on attendait certainement qu'elles rouillent. Visiblement, dans les sépultures, dans les sanctuaires, on détruit, on dématérialise volontairement. Sur Tintignac, en particulier, on a beaucoup de monnaies en argent qui sont mutilées, qui sont abîmées à coups d'outils, de ciseaux à bois, des choses comme ça, pour que ces objets ne soient plus utilisables par le commun des mortels, mais puissent continuer à servir soit pour les divinités, soit pour les âmes des défunts. À Coran, le sanctuaire est au cœur de l'oppidum, et ce dernier s'est construit autour de lui. Parmi les éléments reconstitués du sanctuaire in situ, à l'emplacement même des vestiges gaulois, il y a tout d'abord l'entrée, évidemment, par laquelle on pénétrait dans le sanctuaire à l'est. Comme dans tous les sanctuaires antiques, on pénètre le long de la façade orientale, au centre de la façade orientale. Et cette façade orientale, en l'occurrence, est très bien orientée sur le principal massif qui domine le plateau de Coran, à savoir le puits Saint-Romain qui émerge de l'autre côté de l'Allier. Et on voit que l'entrée est vraiment parfaitement alignée sur cet axe-là. Et ce n'est sans doute pas un hasard. Donc cette entrée était très monumentale, ces poteaux très massifs font au moins 50 cm de diamètre, on en a retrouvé l'empreinte, et il supportait une sorte de porche monumentale surmontée d'un second étage qui permettait en plus de dominer la grande place qui s'étendait dans l'axe du sanctuaire. Une fois qu'on a pénétré dans le sanctuaire, dans la cour, on pénètre donc dans cette espèce de cour bordée de galeries sur 4 côtés. Ça devait être très spectaculaire, beaucoup plus qu'on l'a restitué aujourd'hui. Donc une cour bordée de galeries. Et puis la première chose sur laquelle on tombe, ce sont ces cuves en bois, reconstituées évidemment elles aussi, des cuves en bois creusées dans le sol, entourées d'amphores, dans lesquelles on déversait vraisemblablement le vin des libations. Ce qui nous permet d'affirmer cela, c'est que ces cuves étaient bordées d'amphores, disposées en cercle, en couronne, et donc ces amphores, le col des amphores était incliné en direction des cuves, et on peut penser que symboliquement, ça signalait le liquide qui était déversé dans les cuves. Ensuite, on a ces petits bâtiments rectangulaires dans lesquels se déroulaient les sacrifices. Des sacrifices d'animaux, bien entendu, pas de sacrifices humains sur le sanctuaire de Coran, des sacrifices de moutons. Dans la partie antérieure du bâtiment, on pénétrait sans doute par la façade sud du bâtiment, on a retrouvé une grande pierre, un grand bloc de basalte carré posé au sol qui comportait des traces de coups de lame ou de hache et autour duquel étaient disposés, cette fois-ci non pas des amphores, mais des crânes de moutons et de chèvres qui ont été détachés. Donc on peut penser que c'était la pierre d'autel, la pierre sacrificielle sur laquelle on égorgeait, on mettait à mort les animaux.
aux origines du sanctuaire, ce sont les trophées, les dépôts d'armes qui prédominent, donc des pratiques qui sont similaires à celles qu'on connaît au nord de la Seine, en Picardie par exemple, de consécration du butin, des armes prises à l'ennemi. Et parmi les découvertes importantes faites sur le sanctuaire, il y a celle d'un trophée d'armes pratiquement complet avec côte de maille, fragments de sanglier en seigne, boucliers, fourreaux d'épée qui ont été retrouvés donc à l'aplomb de la galerie du sanctuaire. Donc qui montre que le sanctuaire était avant tout un lieu d'exposition des dépouilles guerrières prises à l'ennemi et donc plutôt un lieu dominé par l'aristocratie militaire, guerrière. Avec le temps, ces pratiques évoluent, donc les banquets sacrificiels arrosés de vin prennent une importance de plus en plus grande et ces dépôts d'armes tendent à reculer au profit de nouvelles catégories d'objets, les monnaies tout d'abord, des petites offrandes individuelles, des anneaux, des perles que l'on retrouve concentrées en très grande masse, en très grande quantité à l'entrée du sanctuaire. La monnaie est un élément très important du sanctuaire. Elle joue des rôles à différents stades des rituels. D'une part parce que visiblement il y a un type de rituel qui impose de déposer de l'argent au sanctuaire pour le récupérer ensuite pour acheter une offrande plus grande. On a un texte d'Arien qui est célèbre, qui est super intéressant même s'il est un peu tardif, mais qui nous dit justement que la vie a un prix. Et à chaque fois qu'un Celte tue un animal, il doit donner, suivant la taille de l'animal, une monnaie d'une certaine valeur. Il y a aussi le deuxième aspect qui est que dans le sanctuaire, il se passe toute une série d'opérations qui sont non seulement religieuses, mais aussi juridiques au niveau de la cité. C'est-à-dire que c'est là que se passent les transactions. Un contrat qui est fait au sanctuaire, il est garanti par les dieux. Donc on ne viole pas sa parole quand on l'a donné dans le cadre du sanctuaire. C'est plus facile quand vous faites ça ailleurs. Les druides ont un certain nombre de fonctions justement dans les transactions, en particulier dans tous les héritages, dans les mariages, etc., sur ces aspects de dot, et là, la monnaie probablement intervient aussi. Bon, ça, c'est un deuxième exemple de choses qui peut se faire avec de la monnaie dans les sanctuaires. Le troisième, évidemment, le plus courant, c'est on achète une offrande pour pouvoir l'offrir, ou on s'épargne le fait d'acheter cette offrande et on jette directement des monnaies en offrande. Non loin du sanctuaire, une découverte majeure a eu lieu lors des fouilles de 2011. Les vestiges d'un édifice en hémicycle, une sorte de théâtre. Cette petite construction en pierre maçonnée, comme tous les murs maçonnés trouvés sur l'oppidum d'ailleurs, ne date pas de l'époque gauloise mais de l'époque romaine. Ce petit bâtiment est entouré d'un grand arc de cercle qui a été très fortement abîmé, endommagé malheureusement par les travaux agricoles menés au 19e et au 20e siècle. Mais cet arc de cercle nous a permis d'identifier immédiatement un théâtre. Un petit théâtre gallo-romain, comme on en connaît une soixantaine sur l'ensemble du territoire national en France. La grande surprise quand on est arrivé au terme de la fouille de ce théâtre romain, qui est juste ici, ça a été de découvrir que ce théâtre se superposait à un édifice plus ancien, d'époque gauloise. Lui, on retrouve tous les modes de construction attestés sur l'oppidum, notamment ces sols pavés d'amphores et de faunes qu'on avait déjà à l'intérieur de la cour du sanctuaire, à l'intérieur de la grande place de marché qui s'étend au nord du sanctuaire. Alors, sur la fonction de cet hémicycle, les textes, Posidonios par exemple, nous disent que les Gaulois se réunissaient dans des théâtres, théâtrones. Et César nous parle à 12 reprises, pour 12 peuples gaulois, de sénats, qui se réunissaient, non pas au fond des bois, dans des clairières ou autour d'un feu, mais sans doute dans des édifices de réunion, comme celui-ci, et dans lesquels on élisait des magistrats, on prenait des décisions politiques, et les objets retrouvés dans l'hémicycle peuvent nous donner des indications. Alors qu'est-ce qu'on y a retrouvé? De l'armement, qui prouve que le lieu était fréquenté par la classe guerrière, le sommet de la société, les couches supérieures de la société, des aristocrates, des chevaliers. On a retrouvé un petit stylet en os, qui est un instrument d'écriture qui servait à consigner des actes administratifs. Et là, c'est César qui nous dit que les druides, qui prohibaient l'écriture dans l'exercice de la religion, en revanche, utilisaient l'alphabet grec pour consigner les actes administratifs, privés ou publics. Et donc, on peut penser que ce petit stylet servait à ce type de pratique. Si l'archéologie nous aide à rétablir la vérité, l'histoire contribue aussi à nous permettre d'identifier les racines de la légende du Gaulois barbare. En 279 avant Jésus-Christ, les Gaulois font une incursion à Delphes, en Grèce, pour piller le temple d'Apollon qui abrite de riches trésors. L'histoire retiendra le souvenir de ce véritable sacrilège. Avant le sac de Delphes,
Cette humiliation et ce traumatisme, les Romains le connaissent aussi en 390 avant Jésus-Christ. Le chef gaulois Brennus, de la tribu des Senons, entre dans Rome et assiège le Capitole après avoir battu les Romains lors de la bataille de l'Alia. Il impose aux Romains une rançon de 1000 livres d'or. Comme les Romains accusent le chef gaulois d'utiliser des poids truqués pour déterminer le montant de la rançon, Brennus aurait, dit-on, selon la légende, posé alors son épée dans la balance et déclaré « Vae victis », malheur au vaincu. Et c'est intéressant d'étudier comment cette image s'est forgée à Rome même, avec des épisodes tout à fait traumatisants comme le sac de Rome ou de Delphes, qui est l'un des plus grands sanctuaires de l'Antiquité, qui est une légende qui a façonné l'image de l'ogre gaulois qui a osé s'attaquer à la République romaine, la jeune République romaine, à une époque où elle était tout à fait modeste dans son emprise territoriale. Et ce Gaulois, on va le retrouver encore au 1er siècle avant notre ère, un petit peu comme un repoussoir, comme une image un emblème de la barbarie. Fait significatif, bien que 200 et 300 ans plus tard, Cicéron rappelle les sacs de Rome et de Delphes dans sa plaidoirie pour Fonteius. C'est dire si ces intrusions gauloises ont durablement marqué les esprits. Bien que Cicéron soit prêt à agiter le spectre du Gaulois barbare pour gagner un procès, il n'en connaît pas moins ces derniers. Il bénéficie d'une source de première main à travers la personne du druide Diviciaque, du peuple éduin, alors allié de Rome. Cicéron avait rencontré le druide dans sa villa 3 ans auparavant et s'était longuement entretenu avec lui sur toutes sortes de sujets. C'est donc par pur intérêt, pour défendre de puissants amis liés au commerce du vin, qu'il fustige les Gaulois. Cette anecdote montre bien l'instrumentalisation qui a pu être faite des travers gaulois, avérés ou non. Avec son agriculture, sa métallurgie, ses oppidas, son commerce du vin, son or, la Gaule constitue un véritable marché. Un marché vaut bien une guerre. Surtout si sa conquête recoupe les intérêts personnels et politiques d'un proconsul nommé Caius Julius César. Jules César entre en Gaule en 58 avant Jésus-Christ. Après des batailles et des péripéties sanglantes qui deviendront, sous sa plume, la guerre des Gaules, assiège Alésia où Vercingétorix, qui mène les armées gauloises coalisées, s'est retranché. La bataille longtemps indécise voit la défaite des armées gauloises et le triomphe de César. Vercingétorix se rend. Ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est, ça va peut-être vous surprendre, c'est sa part de fiction fondamentale. C'est-à-dire que tout cela part du témoignage de César. Si César n'avait rien écrit, je pense qu'on imaginerait l'archéologie gauloise sous des traits complètement différents. Et en fait, le texte de César a quelque chose d'absolument fascinant, c'est la fameuse brevitas de l'écriture de César, hein, qui dit en 4 mots ce qui nécessiterait des pages. Et dans cette écriture très ramassée, c'est ça qui fait que le lecteur, nous-mêmes, tout le monde, on est obligé d'imaginer ce qui manque. Et donc en fait, le récit de César, c'est un producteur de fiction, en réalité. Et ça a marché dès l'époque romaine. Hein. On a imaginé, dès l'époque romaine, c'est Vercingétorix venant se rendre à cheval, paré de ses armes, ce qui est absolument invraisemblable dans le cadre d'une reddition. On ne se rend pas armé, on se rend désarmé. Vae victis. Malheur aux vaincus. Jules César est maintenant libre d'écrire l'histoire. C'est sa guerre des Gaules qui deviendra le manuel d'éducation de générations de chefs de guerre, de princes et de rois, comme d'écoliers anonymes. Lus, traduits, commentés dans toutes les écoles et pendant des siècles, ces récits sont essentiels pour comprendre l'époque, mais aussi
comment la légende gauloise s'est fabriquée, comment elle a été instrumentalisée au fil de l'histoire. L'idée qui a été très fortement répandue à la suite des écrits de César et de sa conquête de la Gaule par les auteurs anciens, mais aussi par des auteurs contemporains, Napoléon III bien entendu, et puis beaucoup d'historiens à l'heure actuelle encore, c'est l'idée selon laquelle, avec la défaite d'Alésia, la Gaule a basculé dans la civilisation. Elle passe d'un stade primitif, la proto-histoire, et elle a basculé d'un seul coup dans la civilisation. Dans les manuels scolaires, on décrivait volontiers les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on passe des huttes primitives nichées au fond de la forêt, et des petits-enfants en haillons qui ne connaissent pas l'éducation, à des grandes villes de marbre dans lesquelles les enfants vont à l'école. Voilà bien des changements. Qu'est-ce qui est donc arrivé ? Il est arrivé que les Romains sont devenus les maîtres de la Gaule. Mais les Gaulois étaient très intelligents. Ils apprirent à faire tout ce que faisaient les Romains. Alors ils bâtirent de belles villes. Ils s'habillèrent comme les Romains. Les enfants allèrent à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Le 19e siècle est le siècle de l'expansion impériale des pays européens. Cette expansion est accompagnée d'un discours civilisateur. Les pays les plus avancés apportent la civilisation aux peuples conquis. Voici comment Jules Ferry défend son action coloniale dans un discours de 1885. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Le parallèle entre ce que Jules Ferry, comme la plupart de ses contemporains, appellent les races inférieures et les Gaulois, est explicite dans ce passage du manuel scolaire de 1904, le manuel Hervé Clémendeau. En somme, nos ancêtres gaulois étaient des sauvages aussi peu avancés que le sont, à l'heure actuelle, beaucoup de nègres en Afrique. À partir de la reddition de Vercingétorix, les Gaulois obéirent au gouvernement romain, comme les Arabes d'Algérie obéissent au gouvernement français. Les Français connaissent plus de choses que les Arabes d'Algérie. De même, les Romains connaissent plus de choses que nos ancêtres les Gaulois. 2 siècles après Vercingétorix, les Gaulois et les Romains étaient mêlés et confondus. Les Gaulois étaient devenus des Romains. Et c'est ce qui fait probablement que le mythe gaulois, comme on l'appelle ainsi, est aussi malléable en fait. On se rend compte quand on regarde l'histoire depuis le XVIIIe siècle, on lui a fait prendre toutes les formes en réalité. On a fait endosser toutes les personnalités à Vercingétorix, résistants, collaborateurs, idiots qui ne connaissent rien à la guerre, même chose pour les Gaulois. Et en fait, ça dit plus sur notre rapport à ses origines que sur eux-mêmes. Et je trouve que dans ce sens-là, c'est quelque chose d'absolument fascinant, parce que ce qui devient intéressant, c'est pas de savoir comment les choses se passaient au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est une question qui intéresse que les archéologues à la limite. Mais c'est dans ce rapport avec nos origines, avec ce qui nous travaille en fait, que je trouve que c'est intéressant. On peut considérer que ce discours critique des archéologues alimente un peu un nouveau mythe. Il est probable. On peut se demander dans 10 ans comment on considérera ce qu'on est en train de faire maintenant, ou ce que la communauté scientifique essaie de faire maintenant pour réhabiliter, comme on dit, ces Gaulois. C'est qu'effectivement, par effet de miroir, à force d'avoir entendu dire c'est des barbares, c'est pas une civilisation, on dit c'est une civilisation, regardez, et on va chercher en fait tous les arguments qui légitiment ce type d'affirmation, et surtout on les valorise selon les mêmes termes que ceux qui ont servi à les dévaloriser. C'est-à-dire que pour dire que les Gaulois c'est une grande civilisation, il faut qu'ils ressemblent un peu aux Romains. Mais l'intérêt peut-être des Gaulois, il n'est pas de ressembler aux Romains, il est peut-être ailleurs. Et il y a certainement des choses qui nous échappent, auxquelles on n'est pas assez attentif, et que nos successeurs nous reprocheront. Oui. L'archéologie contribue à nous restituer une idée plus juste de ce que furent les Gaulois. Pourtant, dans notre quête identitaire, ne sommes-nous pas en train de créer, au gré de nos fantasmes, un nouveau Gaulois qui, tout comme celui qu'avaient fabriqué Jules César, puis Napoléon III, et à leur suite les nombreux chroniqueurs de l'histoire, est un Gaulois
à notre convenance.